Bien, bonsoir Toulouse. J'eusse préféré intervenir en direct, mais en fait, je serai sur le point de m'envoler lors de l'horaire de votre séance. J'eusse beaucoup aimé surtout être avec vous, parce que je dois vous l'avouer, l'ambiance du club me manque. Dommage aussi, je ne verrai pas le nouveau cadre de nos conférences, mais son adresse quai des savoirs ne peut que me convenir. C'est donc du Vanuatu que je vous expédie cet enregistrement. Le Vanuatu est un archipel de 83 îles, perdu dans le Pacifique Sud et rendu célèbre par le triste cyclone Pam en 2015. Les prévisionnistes nous prévoient 2 à 3 cyclones pour cette année, entre novembre et avril. En principe, il devrait être beaucoup moins intense que Pam. Donc, ne vous faites pas de soucis pour moi. En revanche, je vous envoie un peu de chaleur, car ici, j'en ai vraiment à revendre et je sais que vous rentrez dans l'hiver. Donc, ce soir, enseigner avec le numérique. André m'a demandé de vous faire part de mes expériences en la matière. Et donc, j'enregistre ce message. Les populations évoluent avec les technologies, surtout les jeunes générations. Les institutions, quant à elles, évoluent beaucoup plus lentement, car elles se doivent d'assurer leur reproduction et celle de la société, plus que de produire du nouveau. Si tout le monde dit que la toile est passée du web 1.0 au web 2.0, l'université, quant à elle, peine vraiment à passer au 2.0. La révolution copernicienne que cela implique est en effet difficile à effectuer. La question, en fait, c'est de passer de l'enseignement à l'apprentissage, c'est-à-dire faire passer les étudiants de la passivité à la création de leur savoir. Mais on observe une réticence globale, autrement dit, autant de la part des étudiants, qui sont finalement assez satisfaits de leur passivité, les enseignants, qui, à part quelques exceptions, ont du mal à franchir le pas, et aussi de l'institution qui ne favorise pas forcément le passage à l'ère numérique. Pour une meilleure pédagogie, il faut aller à la fois vers plus d'activités ludiques, mais exercées avec plus de professionnalisme. Plus de jeux, en effet, parce que cela participe du développement personnel et que c'est créatif. Le jeu, c'est ce qui marque, d'après Winnicott, la jeunesse, c'est-à-dire la période où on fait ses apprentissages. Plus de professionnalisme, car aujourd'hui, il faut travailler en équipe pour faire émerger de la complexité, terme qui, si vous vous en souvenez, revient souvent dans mes discours. Il faut aussi que, entre guillemets, les devoirs soient de véritables produits finis. Il faut vraiment que les étudiants deviennent des professionnels. Ce sont les objectifs que je m'efforce de poursuivre avec l'aide du numérique. Dans une communication au colloque Pédagotis, intitulé « De rendre actif à rendre acteur », j'avais expliqué comment, d'un rôle passif et désabusé, j'avais réussi à obtenir du travail. Les étudiants étaient peu motivés par l'écoute d'un cours de culture générale. Ils se sont vus devoir chercher les éléments du cours en équipe pendant 1 heure. J'avais intitulé cela la chasse au trésor. Chaque groupe recevait une feuille avec une dizaine de questions.
et il devait, 1 heure après, revenir avec une clé USB et les réponses aux questions. L'usage des moteurs de recherche, bien sûr, était primordial. Et à ce sujet, il faut bien dire qu'il faut enseigner aux étudiants à utiliser ces moteurs de recherche. Parce que si tout le monde s'est tapé un mot-clé sur Google ou autre, les résultats que l'on obtient doivent être triés. Et ça, c'est tout un apprentissage aussi qui me paraît très nécessaire. Il devait donc rendre, au bout de 7 heures, un texte, mais qui en fait, souvent, je m'en suis aperçu, ne consistait qu'en du copier-coller. Autrement dit, ils avaient trouvé la réponse, mais plutôt que de la comprendre, ils s'étaient contentés de la copier. Donc, pour éviter cet écueil, lors de la restitution du travail, je leur proposais un QCM avec des questions qui ne correspondaient pas, bien sûr, avec celles de la chasse au trésor, mais qui pouvaient trouver une réponse dans la mesure où ils avaient bien compris le thème. Donc, l'enseignant a finalement beaucoup de travail parce qu'il doit chercher les questions pertinentes qui vont obliger l'apprenant à se cultiver réellement et les questions qui vérifient l'acquis de la recherche. Donc, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît, même si on est dans le cadre de ce qu'on appelle la classe inversée, le flip classroom. Mais aussi, pour éviter le copier-coller des textes, de plus en plus, ma commande est une restitution du travail sous forme de capsules vidéo courtes. Les étudiants sont donc amenés à collaborer et à créer sur un sujet sérieux. Ils doivent développer aussi des stratégies de communication et d'originalité, ce qui entretient le côté ludique et compétitif. Le traitement de l'image aussi les amène à mieux comprendre les rouages de leur société remplie d'écrans, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, etc. Et les télévisions, bien sûr. Autre exemple, en statistique, on a demandé aux étudiants de faire un projet. Ils devaient définir une population, définir des variables, réaliser une enquête et présenter par une capsule vidéo le résultat de leur enquête. Là aussi, vous voyez, là, il faut bien sûr bien comprendre son enquête pour pouvoir bien l'exposer ensuite, hein, et surtout si c'est filmé, on voit leur attitude, etc. Alors, j'ai aussi demandé aux étudiants Ni Vanuatu, puisque les habitants de ce pays sont dénommés ainsi, de proposer à leurs enseignants de métropole, et à moi-même, bien entendu, des cours de bishlamar en capsule vidéo, le bishlamar étant leur langue maternelle. L'obligation pédagogique, là aussi, vous voyez, de type classe inversée toujours, et le côté responsabilité les amène à mieux comprendre la conception des cours reçus. Autrement dit, quand on passe de l'autre côté de la barrière, hein, il faut comprendre tous les problèmes que l'enseignement peut présenter. Et donc, c'est bien parce que ça leur permet, quand ils sont dans leur place d'étudiants, à leur place d'étudiants, de bien voir les difficultés qu'ont leurs enseignants. Alors, il y a aussi, bien sûr, les jeux sérieux. Et c'était le thème de ma première intervention au club. Hein. Les plus anciens s'en rappellent. C'est à partir de là que j'ai été un fidèle. Eh bien, les jeux sérieux, donc j'en ai réalisé un avec l'aide de, sur le coup, Jean-Yves, on va dire, qui était intervenu ce jour-là aussi.
C'est une bonne stratégie, mais c'est relativement coûteux. Autre type de jeu en vogue, les quiz, autrement dit les QCM. C'est une bonne stratégie parce qu'ils permettent une autocorrection lorsqu'ils sont réalisés de façon numérique, qui démultiplie en fait l'enseignant, puisque l'étudiant peut faire et refaire ses questionnaires tant qu'il n'obtient pas le maximum. Lorsque l'enseignant a mis en ligne ses questions, bien sûr, ça y est, son rôle est achevé. Mais la progression des questions peut correspondre à une véritable démarche pédagogique complète. Si l'enchaînement est bien conçu, l'apprenant peut apprendre tout seul. Et d'ailleurs, certains jeux sérieux proposent en fait des QCM en situation vidéo. Un autre type, une autre situation de flip classroom, de classe inversée, consiste à demander aux étudiants de réaliser eux-mêmes les QCM. Poser des questions, bien sûr, les oblige à comprendre le cours. C'est en effet un exercice difficile pour eux. Mais l'objectif n'est pas d'arriver à un bon QCM. L'objectif, c'est surtout de les forcer à la réflexion par rapport au cours. Pour préparer l'examen, je trouve que c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, ça a fait ses preuves. Une autre solution, d'ailleurs, peut consister à partager le groupe en deux et de faire en sorte que les questions prévues par un des groupes soient administrées à l'autre et vice-versa. Là aussi, le petit côté ludique est assez motivant. Une autre de mes innovations a consisté à projeter une série de questions en amphithéâtre sur l'écran qui correspondent à tous les points du cours et d'attendre que les étudiants répondent avec leur smartphone, leur tablette ou leur laptop pour leur faire ensuite un commentaire des réponses et leur expliquer le cours. Plutôt que de donner le cours tout de suite, on pose une question qui oblige à réfléchir, ce qui fait que la réponse est mieux intégrée après dans la conscience. Alors, un des points positifs aussi de cette méthode, c'est que les étudiants pouvaient participer et répondre de chez eux. Ils n'étaient pas obligés de se déplacer en amphithéâtre. Cependant, ils perdaient bien sûr les commentaires oraux que je pouvais effectuer, mais ils voyaient quand même chez eux s'afficher la réponse correcte, écrite sur leur ordinateur. Pour revenir à un autre exemple d'usage du numérique dans le cadre d'un cours textuel, j'ai proposé mon cours aux étudiants sous forme de wiki. Tout le monde connaît Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. Donc, un wiki, c'est un espace de travail collaboratif. Et j'ai demandé aux étudiants d'enrichir mon cours, donc en ligne directement, par tout un tas de documents qui pouvaient aller d'un texte de loi juridique, par exemple, au dessin humoristique, pourquoi pas, en passant par des références bibliographiques, des séquences vidéo, comment dirais-je, des graphiques, enfin tout ce qui pouvait enrichir une partie du cours en faisant des liens. Et je dois dire que j'avais 200 étudiants à cette époque-là, ils ont produit plus de 1000 pages. Vous voyez que mon cours a été très enrichi. Je n'ai pas encore donné dans ce qui est appelé MOOC et SPOC. Vous savez maintenant, les Massive Open Online Courses, les MOOC, et les Small Private Online Courses, les SPOC, permettent aussi un travail personnel à distance, mais surtout en laissant la maîtrise du temps à l'apprenant. Je pense quand même qu'il faut pas mal de temps pour s'investir dans ce genre de pratique.
Bien, alors voilà un petit peu un tour d'horizon de tout ce que j'ai pu tenter, mais je dois dire que de telles postures pédagogiques obligent à repenser complètement le contenu de son cours, les méthodes et aussi les compétences visées. C'est vraiment une autre stratégie, comme on a dit tout à l'heure, d'apprentissage. Donc il faut être vraiment passionné pour oublier le côté chronophage, ce qui veut dire que ça devrait inciter aussi les enseignants à mutualiser leur travail de façon à le mettre en commun et à se le partager et ainsi pouvoir disposer de bases de données largement utilisables. Les sciences de l'éducation doivent aussi être consultées car il faut aussi vérifier l'efficacité de ces pratiques parce que même si elles paraissent séduisantes, il faut là aussi faire un rapport coût-avantage. Il ne faut pas oublier que la technique non plus ne remplace pas la personne. Autrement dit, il faut que les techniques numériques aident l'enseignant, mais sans le remplacer, bien entendu. Mais dans la mesure où ça le dispense d'un certain nombre de tâches, ça le rend plus disponible pour des aides personnalisées. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense que les relations interpersonnelles et l'émotion sont primordiales dans le processus d'acquisition des connaissances. Aujourd'hui, les neurosciences en disent long sur la question et je crois que c'est peut-être un des thèmes dont il faudra débattre au sein du club un jour. Voilà, je vous remercie de votre écoute et confie le soin aux autres intervenants de répondre à ma place aux questions que vous auriez souhaité me poser et auxquelles malheureusement la distance ne me permet pas de répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous en espérant qu'elle vous sera très profitable.